Allez, on commence tout de suite notre émission avec le Point Éco et notre invité, il est là tous les 2 mois, Florent Vabon, économiste chez Ecofi. Florent, vous avez une pression d'enfer. Vous parlez 2 jours avant Christine Lagarde, la patronne de la BCE, qui elle-même parlera 1 semaine avant Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine. Première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la BCE va rester Fed dépendante ? Alors Jean-François, dans un passé pas si lointain que cela, les banques centrales ont monté leurs taux à peu près à la même cadence, à peu près au même rythme, à peu près au même moment, pour lutter contre un même ennemi, l'inflation. Et ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que partout dans le monde, désormais, l'inflation n'est pas tout à fait de la même nature. Dans certaines zones, ça a baissé plus vite que d'autres. On pense évidemment à la zone euro, mais pas que. Il y a même des pays dans le monde où le taux de chômage augmente assez fortement en tendance et l'inflation baisse aussi. C'est pas le cas aux États-Unis. Et donc, la question que l'on se pose, effectivement, c'est de savoir si on va rentrer dans un cycle de desserrement monétaire asynchrone. Asynchrone du point de vue du calendrier et dans l'ampleur des baisses de taux. Donc, effectivement, la dernière fois que je suis venu dans cette émission, je me suis positionné de manière assez tranchée en disant la Banque Centrale Européenne va se démarquer de la Fed, va baisser ses taux avant et va continuer à le faire. Donc oui, pour répondre à votre question, Banque Centrale Européenne indépendante de la Fed. Ok, donc ça veut dire que vous êtes en train de nous dire les cycles monétaires vont être asynchrones, tous les pays vont pas forcément faire la même chose. Exactement. Ok, je voudrais qu'on rentre sur une zone en particulier, c'est l'Allemagne. L'autre jour, on a eu les chiffres de l'inflation allemande, qui n'étaient pas bons, puisqu'elle repartait à la hausse. L'Allemagne, c'est quand même un poids lourd de la zone euro. Quand on regarde son économie, ça nous inspire quoi sur ce qui va se passer sur les taux ? Alors là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, autrefois, l'Allemagne, c'était la championne de la croissance en zone euro. Et depuis la pandémie, elle s'est fait littéralement supplanter par les pays périphériques. Néanmoins, ce que l'on observe dans les données récentes, c'est que le pire du creux conjoncturel en Allemagne semble être derrière nous. Et on perçoit effectivement des données qui laissent à penser qu'on est dans une réaccélération assez modérée, assez légère, mais réaccélération quand même de l'activité en Allemagne. Cela étant dit, effectivement, vous l'avez mentionné, l'inflation est repartie à la hausse. C'était prévu. En fait, il y a des effets de base liés aux subventions dans les transports. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était prévu. Là où c'était un peu moins prévu aussi, c'est que les salaires ont augmenté, en tout cas sur la période, ce qui donc a fait remonter légèrement l'indice de salaire négocié de la Banque Centrale Européenne. Et l'inflation en zone euro est remontée du fait du regain d'inflation en Allemagne. Et donc, effectivement, l'Allemagne, c'est intéressant d'en parler parce que c'est le reflet de ce qui se passe en zone euro. On a un semblant de réaccélération de la croissance qui est finalement très fragile parce que très dépendant d'environnement de taux. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette émission. Et donc, ma vision là-dessus n'a pas changé. Et une inflation qui repart un petit peu à la hausse. Alors vous dites l'Allemagne, la hausse de l'inflation, c'était prévu. Votre job, c'est de faire des prévisions. On voit bien que le sujet majeur des politiques monétaires, c'est le sujet de l'inflation. Comment voyez-vous l'inflation évoluer en zone euro ? Alors, je dis que c'était prévu, je frime un peu. En réalité, on a quand même eu une surprise sur l'inflation cœur qui était un petit peu plus élevée que ce qu'on anticipait, pour être tout à fait franc. Néanmoins, pour nous, l'histoire n'a pas changé. C'est-à-dire que le mois de mai, en termes d'inflation, c'est une pause dans la désinflation. On pense que la tendance à la désinflation va se poursuivre, donc que cette pause sera temporaire. Et j'irai même plus loin, et là je vais vraiment me mouiller pour le coup, sans mauvais jeu de mots avec la période estivale, mais effectivement, dès le mois de juillet-août, on pourrait avoir une inflation totale qui passerait en dessous de 2% en zone euro, avant de remonter légèrement et en tendance s'établir à 2%. Donc, on ne change pas notre prévision d'inflation. Ok, vous êtes quand même très décalé par rapport aux prévisions et de la Commission européenne et de la BCE. De moins en moins, pour être tout à fait honnête, notamment parce que ça fait longtemps qu'on tient ce discours, mais on l'est quand même. Et on l'est aussi, on va en parler juste après j'imagine, dans nos prévisions de baisse de taux pour la BCE. Alors justement, on va en parler tout de suite. Ouais. La dernière fois que vous étiez venu, c'était il y a 2 mois, et vous nous aviez dit, en regardant le calendrier, eh bien, il y aura 5 baisses de taux de la Banque Centrale Européenne. Donc, on regarde tout de suite le calendrier. Pourquoi ces 5 baisses de taux ? Tout simplement, c'est que il y avait, après notre échange, 5 réunions de la BCE. À peu près tout le monde considère que dans 2 jours, c'est-à-dire jeudi, il y aura une baisse de 25 points de base. Est-ce que vous vous dites qu'il y aura des baisses désormais à chaque fois ou est-ce que vous avez un peu modulé votre avis ? Alors, la baisse du mois de juin, en effet, vous l'avez dit, ça n'est plus un scoop, mais ça fait un moment qu'on le disait sur cette émission. En revanche, là où on a révisé notre scénario à la marge, c'est que désormais, on pense que le mois de juillet n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'on pense qu'au mois de juillet, ils vont observer une pause, pour les raisons que je viens d'évoquer en réalité, c'est-à-dire que l'on observe
moins de progrès dans la désinflation sur le mois de mai. En juin, on ne devrait pas avoir de francs non plus signaux de désinflation. Et donc, tous ces éléments, mis avec les salaires également, font que les faucons, comme on les appelle à la BCE, pourraient être tentés effectivement de faire pression et que cela engendre une pause au mois de juillet. Donc, on est passé de 5 à 4 baisses de taux. On est quand même très en dehors des clous par rapport au consensus, mais ça s'explique par les éléments que je viens d'évoquer. C'est que d'une part, le regain de croissance économique qu'on est en train de vivre en zone euro est très dépendant de l'environnement de taux. Et donc, il va falloir accompagner ce regain de croissance, même si ça n'est pas dans son mandat, c'est quand même implicite. Et surtout, parce que l'inflation, selon nous, va baisser, va poursuivre sa tendance à la baisse, et que donc, effectivement, encore une fois, je reviens sur ce terme que j'avais évoqué la dernière fois, c'est une nécessité pour la BCE que de baisser les taux. Donc, sur le calendrier, on reprendrait les baisses de taux en septembre, et puis ensuite, à chacune des réunions, donc 4 baisses de taux sur l'ensemble de l'année 2024. Florent, je vous écoute et j'essaie de voir les incidences de votre scénario. Vous me dites grosso modo 4 plutôt que 5. Enfin, entre nous, étant donné que le consensus est à 2, vous restez totalement en dehors du consensus, mais parce que il y a une croissance économique qui redémarre, une croissance économique qui est fort dépendante du niveau des taux d'intérêt. Donc, si effectivement la BCE mène cette stratégie, c'est favorable pour la croissance économique, même si vous avez dit que c'est pas dans son mandat. Ma question, c'est sur les taux longs. Parce que moi, j'ai appris, grosso modo, les variables qui impactaient les taux longs, c'était l'inflation d'une part et la croissance économique d'autre part. Est-ce à dire qu'on pourrait avoir un scénario où finalement la BCE baisse fortement ses taux d'intérêt à court terme et où l'impact sur les taux longs est faible, voire nul? Alors, faible, je n'irai pas jusque-là. Ce à quoi on assiste sur les taux longs européens, c'est effectivement des problématiques de croissance, des problématiques d'inflation, mais aussi des problématiques de taux court, on vient de l'évoquer. Donc le marché aujourd'hui ne price pas, c'est le terme approprié, énormément de baisses de taux. Vous l'avez dit, plutôt 2, voire 3, plutôt 2 en réalité. Donc il y a ce premier élément-là, c'est la raison pour laquelle les taux longs sont au niveau actuel. Il y a aussi le fait qu'ils évoluent par sympathie avec ceux des États-Unis, puisqu'on a une Fed qui, elle, prône plutôt la patience, la prudence. On pense toujours qu'elle va baisser les taux en 2024, mais un peu plus tard qu'en zone euro, et surtout pas pour les mêmes raisons. Plutôt un ajustement et un peu moins de baisse de taux au total, sur l'ensemble du cycle. Et donc, ces éléments mis bout à bout, effectivement, font que les taux d'intérêt à long terme, enfin, si on prend le 10 ans par exemple, effectivement, est assez élevé. Néanmoins, nous, on voit quand même une possibilité de détente. D'accord, mais pas 100 points de base quand même. Pas 100 points de base, non. Sur les taux longs allemands, typiquement, non, pas 100 points de base du tout. Néanmoins, d'un point de vue d'allocation d'actifs, tactiquement, il y a quand même des opportunités, une espérance de rendement positive. Ok, ça nous amène à parler d'allocation d'actifs. Aujourd'hui, les choix d'allocation d'actifs, c'est quoi? On n'a pas changé par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire qu'on privilégie toujours les actions de la zone euro par rapport à celles des États-Unis. Taux souverain européen, on vient d'en parler, on est plutôt positif là aussi. Crédit investment grade, donc obligations d'entreprise de bonne qualité, plutôt que les obligations crédit haut rendement de moins bonne qualité. Et puis les obligations convertibles aussi, qui constituent une bonne alternative dans ce contexte. Florent Vabon, merci. Tout de suite, le point marché avec Nadine Trémolière.